Donc voilà, moi aujourd'hui je vais vous parler de l'évaluation pneumologique préopératoire. C'est un sujet qui est intéressant parce qu'on a quand même pas mal de motifs de consultation en pré-chirurgie, toute cause, enfin toute chirurgie confondue. Et en fait en faisant le staff, et c'est un peu l'impression qu'on a aussi quand on pratique, c'est que il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'études, mais il y a peu de standards, sauf en tout cas pour la résection pulmonaire. Pour les autres chirurgies, on le verra, il y a peu de choses qui sont voilà, très standardisées. Alors j'ai décidé d'articuler le staff aujourd'hui sur trois questions. Une première c'est-à-dire quel patient on va pouvoir dépister en consultation et adresser en consultation de pneumologie. Quel examen paraclinique est recommandé, enfin paraclinique et non paraclinique, recommandé pour évaluer le risque de complications opératoires pulmonaires essentiellement. Et alors comment on peut optimiser ce risque et le réduire au maximum. Alors, on sait que les complications pulmonaires post-opératoires sont fréquentes et elles participent indépendamment à la mortalité post-opératoire. Et elles sont les principales. Elles sont au moins aussi fréquentes, voire plus fréquentes selon certaines études, que les complications cardiaques. Quand on parle de complications pulmonaires, on a des complications plus aspécifiques qui ne dépendent pas de la chirurgie, qui sont les pneumonies, les atelectasies, les bronchospasmes, l'insuffisance respiratoire légère à sévère, l'embolie pulmonaire. Et alors j'ai mis ici les complications qui sont plus spécifiques de la résection pulmonaire, qui sont le pneumothorax, les fuites aériques prolongées, les brèches de suture avec les fistules bronchopleurales et l'empyème. Alors, quel patient adressé en consultation de pneumologie? Et en fait, il y a trois choses à dire, enfin trois choses à dire. Premièrement, ce qu'on va regarder, c'est le patient. Toute dyspnée inexpliquée ou intolérance à l'effort inexpliqué doit être adressée en consultation de pneumologie et de cardiologie. Bon, si on parle de la pneumologie, mais il est évident qu'une évaluation cardiologique doit être menée pour ces motifs également. Évidemment, si on a des pathologies respiratoires connues, et surtout si elles ne sont pas suivies, contrôlées, compliantes, tous les tabagiques actifs, ça, on en discutera un petit peu plus loin. On doit, les tout productives, et dans le sens productive, les bronchoréiques ont tendance quand même, c'est un des éléments qui ressort pour les pneumonies, hein, les complications de pneumonie arrivent surtout chez les bronchoréiques, hein, donc les trous vraiment productives. L'obésité, le syndrome d'apnée du sommeil. Et ça, voilà, le syndrome d'apnée du sommeil, il sort assez difficilement pour les complications pulmonaires en tant que telles, mais on connaît les complications d'intubation, de sevrage mécanique, enfin de ventilateur difficile, et les séjours aux soins intensifs qui sont plus prolongés chez ces gens-là. Et alors, j'ai remis ici d'autres facteurs de risque qui ne sont pas liés directement à la pneumologie, mais qui sont reconnus pour donner des complications pulmonaires post-opératoires, qui sont l'âge. Alors l'âge, en fait, l'âge est clairement un critère reconnu, mais dans les études, quand on tient compte des comorbidités, l'âge n'est pas tellement un facteur de risque très important pour les complications pulmonaires. On a l'insuffisance cardiaque, hypertension pulmonaire, les patients dénutris, les prises chroniques de morphinique, et alors les diabétiques et les alcooliques. À côté du patient, la chirurgie... ah oui, non. Dernière chose, pour l'obésité, il y a un élément, le paradoxe de l'obésité, qui est assez connu quand on regarde les cohortes de patients obèses, insuffisants cardiaques, diabétiques, hémodialysés. On a l'impression qu'il y a un effet protecteur de l'obésité pour des obésités, enfin des surpoids légers et des obésités légères, hein, donc des BMI de 25 à 30, voire 35. Et alors,
pour la chirurgie, on a aussi cette impression-là, et là j'ai remis une étude de 2017 qui concerne des patients qui ont subi une chirurgie abdominale haute en urgence, et on a l'impression d'avoir un effet aussi protecteur avec une survie, avec une mortalité qui est moindre chez les surpoids légers. Alors est-ce qu'il y a une explication, vraiment un lien causal entre les deux, ou est-ce que c'est une association fortuite avec un effet survivant, où au final les obèses ont parfois des profils métaboliques et de pathologies qui sont moins sévères? Voilà, le débat est encore ouvert et il y a pas encore d'explication franche. Alors quand on regarde donc à côté du patient, il y a le type de chirurgie qui compte. Et là, ce qu'on sait, c'est que les résections pulmonaires, je l'ai mis entre parenthèses parce qu'elles passent toutes par la consultation, évidemment, de pneumologie, où elles ont un bilan relativement exhaustif. Ça, on en reparlera. Et alors, les chirurgies qui sont les plus à risque sont les chirurgies thoraciques et abdominales hautes. Et en fait, toutes les chirurgies qui sont proches du diaphragme, au plus proche on est du diaphragme, au plus on a de risque de complications pulmonaires post-opératoires. Les procédures urgentes, les procédures longues, plus de 3 heures, et alors les laparotomies en comparaison avec les laparoscopies, les techniques de laparoscopie plus récentes. Et pour l'anesthésie, ce qui ressort, c'est que l'anesthésie générale donne plus de complications pulmonaires que l'anesthésie locale. Et alors, je l'ai mis ici entre parenthèses, c'est encore dans les tableaux l'utilisation de pancuronium. Je pense que c'est surtout l'utilisation des curares à longue durée d'action. Ça, je suppose que mon collègue anesthésiste en reparlera. Alors, en consultation, que va-t-on faire ? Et là où c'est important, c'est que on a montré que l'anamnèse et l'examen clinique sont en fait les meilleures armes pour dépister et évaluer le risque pulmonaire, de complications pulmonaires post-opératoires. Et donc dans l'anamnèse, à quoi on doit faire attention ? L'anamnèse tabagique et surtout le tabagisme actif. Les antécédents, évidemment, les maladies respiratoires chroniques, les bronchiectasies, et surtout celles qui vont être productives. Leur stabilité, antécédents récents d'exacerbation éventuelle ou état d'exacerbation encore actuellement. La prise d'un traitement inhalé et la compliance, une toux chronique productive, ça on en a discuté. La tolérance à l'exercice. Et alors l'insuffisance pondérale et perte pondérale récente. Et alors la tolérance à l'exercice, une question qui permet de dépister au final. C'est plutôt, si on la prend dans l'autre sens, c'est un patient qui monte 2 étages sans s'arrêter, a priori n'a pas de grosses limitations et pas de grosses pathologies cardiopulmonaires, ni de gros déconditionnements. Et donc c'est des patients qui sont peu à risque au final de complications post-opératoires. Alors dans l'examen clinique, au final, ça va être des choses, le BMI, l'encombrement endobronchique, les sibilants, le recrutement des muscles respiratoires accessoires, la cyanose, les signes de cœur pulmonaire chronique, les déformations thoraciques, du rachis, en fait toutes des choses qui vont pouvoir dépister des pathologies respiratoires non connues éventuellement. Alors, on utilise toute une série de scores également. J'ai remis ici l'ASA, ça je ne vais pas vous faire l'affront de vous redétailler l'ASA, mais on sait qu'un ASA à plus de 2 donne un risque de complications pulmonaires post-opératoires. On a l'ARIS-4 score qui est utilisé, je le détaillerai un petit peu après. Ça, c'est un score que j'ai mis ici parce qu'il est détaillé dans les algorithmes de l'évaluation préopératoire des résections pulmonaires, mais c'est surtout un score qui permet de dépister les complications, les patients à risque de complications cardiaques. Et alors le stop bang, ça c'est un score, je vais le montrer après, pour les apnées de sommeil. Et donc les 2 que j'ai décidé de détailler, c'est l'ARIS-4 score, qui est un score assez simple d'utilisation et qui permet de dépister les patients à risque élevé de complications pulmonaires. Et quand on regarde, c'est des choses qu'on a détaillées auparavant, c'est l'âge, une affection respiratoire récente, le type de chirurgie, donc les chirurgies thoraciques sont les plus à risque, la durée de l'intervention et le caractère urgent ou non de l'intervention. Et alors le stop bang, ça c'est un score pour le dépistage des apnées de sommeil, et c'est un
score qui marche au final relativement bien. Quand on sait que la valeur prédictive positive pour un syndrome d'apnée du sommeil léger est de 80%, mais surtout que la valeur prédictive négative atteint quasi 100% chez les patients avec un IAH au-dessus de 30, donc c'est un syndrome d'apnée qui est quand même modéré et qui nécessite, donc c'est à partir de ce moment-là qu'on peut lui mettre, qu'on a en tout cas le remboursement pour un traitement de CPAP. Et donc on sait que, voilà, que quand on est négatif, quand on répond non à toutes ces questions, a priori on a un patient qui n'a pas un syndrome d'apnée du sommeil très important. Et donc quand on le détaille, ben voilà, c'est le ronflement, le fait d'être fatigué, les apnées observées, objectivées par le conjoint ou autre, l'hypertension artérielle, le BMI, l'âge, la circonférence du cou et le fait d'être un homme. Alors quand on en vient aux examens paracliniques, l'épreuve fonctionnelle respiratoire, donc comme on l'a dit, elle est obligatoire et essentielle dans la chirurgie de résection pulmonaire. Concernant les autres chirurgies, elle ne permet pas de prédire mieux le risque de complications pulmonaires post-opératoires mieux que l'anamnèse ou que l'examen clinique. Il n'y a pas de valeur seuil en dessous duquel l'intervention est contre-indiquée. On est toutefois attentif aux fonctions, aux VEMS en dessous de 50%, donc aux EFR sévères, enfin aux troubles ventilatoires sévères, où là on sait qu'il y a un risque majoré de complications, mais sans en définir une contre-indication absolue. Et alors, elle doit être réalisée chez tous les patients dont on a parlé juste avant, les patients avec une pathologie pulmonaire obstructive ou restrictive qui est non connue ou peu suivie ou qui est instable. Les gaz du sang, on sait que la PCO2 et le risque de complications pulmonaires post-opératoires sont liés, mais les données sont assez discordantes. En tout cas, elle est à réaliser au cas par cas et pas de façon routinière. La radiographie de thorax, qu'on fait très souvent, elle prédit en fait faiblement le risque de complications pulmonaires post-opératoires. Il n'y a pas vraiment de plus-value à l'anamnèse et à l'examen clinique. Et elle est de nouveau non recommandée systématiquement dans la chirurgie non thoracique. Au cas par cas donc, comme on l'a dit, quand les symptômes la justifient, et là on fait notre travail au final de diagnosticien et de clinicien et non pas d'évaluation préopératoire. Et alors chez les patients de 50 ans, en cas de chirurgie thoracique abdominale supérieure ou de cure d'anévrisme aortique. L'ergospirométrie, de nouveau, elle est non recommandée en dehors d'une chirurgie de résection pulmonaire, là où elle est essentielle pour prédire le risque de complications pulmonaires post-opératoires. Ça, on en reparlera un petit peu après. Et ici, j'ai repris les recommandations d'un rapport du KCE de 2016 pour la chirurgie planifiée, non urgente, non cardiothoracique, où les EFR, la radiothorax et l'ergospirométrie ne sont pas recommandés en routine en l'absence de symptomatologie la motivant. Alors, dans ce rapport-là, de façon étonnante, il y a une note sur la polysomnographie qui n'est pas recommandée en routine avant une chirurgie non cardiothoracique planifiée. Et là où, à mon avis, on peut discuter un peu, c'est même lorsqu'il s'agit d'une chirurgie bariatrique. Et donc, en tout cas, ce que je retiens, c'est que la polysomno, elle est non recommandée en routine, mais qu'on va la faire en fonction des facteurs de risque et de la symptomatologie. Et là vient l'utilité du questionnaire Stop-Bang. Et alors, dans la chirurgie bariatrique, je pense qu'elle est réalisée de toute façon assez routinière, rien que pour des conditions de remboursement, mais je pense qu'il y a d'autres raisons de la faire et d'autres motivations de la faire en préopératoire des chirurgies bariatriques. Alors là, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est l'algorithme de Brunelli et qu'on utilise presque pas quotidiennement, mais qu'on utilise très régulièrement pour les résections pulmonaires. Et donc ça passe par une évaluation cardiaque, non invasif, une fonction respiratoire, et quand elle est normale, on peut se permettre de réséquer jusqu'au poumon entier sans examen complémentaire. Si elle est anormale, alors là on passe par l'ergospirométrie et en fonction de la valeur de VO2 max, on définira une contre-indication absolue ou une autorisation de résection jusqu'à la pneumectomie. Et alors, si on est dans la zone grise, il y a une analyse plus fine en fonction du VEMS et de la DLCO post-opératoire prédite, en fonction du nombre de segments qu'on résèque.
Et alors, à savoir qu'à Charleroi, en tout cas en pneumologie, on passe, même tous ces patients-là passent à l'ergospirométrie euh, pour un dépistage cardiaque entre autres, et on dépiste quand même pas mal de déconditionnés qu'on peut aussi envoyer en revalidation en préopératoire. Ça, on en parlera un petit peu plus loin. Alors, comment optimaliser le risque et post-opératoire? Donc en préopératoire déjà, ben, on en a parlé, le sevrage tabagique. Et là, ce qu'on recommande, c'est un sevrage d'au moins 8 semaines si on veut réduire au maximum le risque de complications. Ça passe par une consultation en tabacologie. Ça, à Charleroi, il y a un des tabacologues qui est relativement disponible et qui peut consulter rapidement les patients, les substituts nicotiniques et autres. Alors on va, et nous surtout ça va être au final notre principal boulot en consultation de pneumologie, c'est d'optimaliser la pathologie respiratoire sous-jacente. Dans l'asthme, il n'y a pas vraiment de contre-indication absolue en cas de bon contrôle, donc un asthme qui est pas exacerbé, qui est stable, qui prend son traitement, qui a un peak flow au-dessus de 80%, pas de sibilant clinique, peut être opéré sans contre-indication. La BPCO, c'est relativement la même chose. On fera attention au BPCO sévère avec un VEMS en dessous de 50%. Les traitements de kinésithérapie pour les bronchectasies productives, normalement, c'est des recommandations. Les patients avec des bronchectasies productives doivent avoir de la kiné. Est-ce qu'ils la font correctement? Est-ce qu'elle a été prescrite? Ça, c'est toutes des questions qu'on se pose en consultation. La compliance des traitements broncho-inhalés. Toute exacerbation doit être stabilisée et on doit reporter la chirurgie si on a un état d'exacerbation, enfin en tout cas discuter le report de la chirurgie en cas d'exacerbation. On n'a pas d'utilité des corticoïdes systémiques de routine dans la pathologie obstructive en cas de maladie stable en préopératoire. La gestion de la supplémentation cortisonée en cas de corticothérapie chronique. Pas de place pour une antibiothérapie en l'absence de nouveau d'exacerbation infectieuse aiguë. Pour la revalidation, en cas de réhabilitation, en cas de déconditionnement, elle est validée dans la chirurgie de résection pulmonaire, on l'a fait très couramment. Et ici, j'ai repris une revue de la littérature qui est assez récente, 2018, et qui détaille les recommandations pour de la revalidation pour les chirurgies majeures non cardiaques. Et c'est souvent des programmes de revalidation, enfin en tout cas en pneumologie, qui sont des programmes intensifs où on les revalide pendant 3-4 semaines, souvent c'est 5 fois par semaine, tous les jours, pour les remettre en forme et les refiter le mieux possible avant l'intervention. Et alors il y a la prise à charge de la dénutrition qui concerne 50% de nos insuffisants respiratoires chroniques. Ouais, ça j'ai réappris que les substituts nicotiniques doivent être arrêtés dans les 24 heures avant une chirurgie de reconstruction, donc en cas de greffe, en raison de l'effet vasoconstricteur. Alors en périopératoire, ça je vais aller rapidement, parce que je pense que ça fera l'objet de la présentation suivante. Maintenant, quelques points que j'ai relevés. Je me pose l'intérêt, où j'ai lu l'intérêt d'un bronchodilatateur à courte durée d'action avant l'intubation orotrachéale dans les pathologies bronchiques obstructives. Chez les patients PPCO non traités, non connus, et surtout si la chirurgie est urgente, on sait que l'administration de salbutamol avec des corticoïdes systémiques améliore les paramètres ventilatoires et les résistances des voies aériennes assez rapidement. Intéressant si la chirurgie est programmée en urgence. Il n'y a pas de place pour les corticostéroïdes inhalés. On utilise de la céphazoline dans la chirurgie oncothoracique, mais pas que. L'adaptation du ventilateur à la pathologie sous-jacente respiratoire, privilégier l'anesthésie loco-régionale et l'utilisation de curares à courte durée d'action. Alors, en post-opératoire, pour terminer, on a l'intérêt d'une mobilisation précoce. Donc on doit veiller à la nutrition en post-opératoire, la gestion de la douleur quand on sait que l'hypoventilation alvéolaire et la diminution des volumes pulmonaires expliquent en bonne partie les complications pulmonaires. Donc l'hypoventilation algique doit être maîtrisée. La CPAP en cas de syndrome d'apnée obstructive. Et là où je vais détailler un petit peu plus, c'est la place d'exercice respiratoire, parce qu'on a décrit l'utilisation de spirométrie incitatif ou de manœuvres de respiration profonde. On a des spiromètres incitatifs, je le montrerai juste après,
On a des vieilles études qui montrent un intérêt sur les complications pulmonaires. L'intérêt, de nouveau, comme je l'ai expliqué avant, et il est théorique, hein, c'est vraiment la diminution des volumes pulmonaires qui explique les phénomènes d'atelectasie, d'encombrement et de pneumonie. Il y a une revue de 2014, hein, Cochrane, qui a été faite sur la chirurgie abdominale haute de nouveau, où on a des preuves de faible qualité qui montrent un manque d'efficacité de la spirométrie incitative pour la prévention des complications pulmonaires. En fait, les données sont assez discordantes et je pense que si elle doit être réalisée, elle doit être réalisée dans une prise en charge holistique et dans une remobilisation précoce. Et donc ici, il y a le programme ICOF qui est développé par une équipe américaine où en post-opératoire, ils ont fait de la spirométrie induite, des manœuvres de toux, de respiration profonde, mais aussi des soins de bouche, de l'éducation, de la mobilisation, de l'installation correcte du patient. Et on montre clairement une diminution de l'incidence des pneumonies et des réintubations en post-opératoire. Ça, c'est les spiromètres incitatifs Voldin qu'on a à Charleroi, mais qu'on a dans beaucoup d'autres centres. Alors en conclusion, ce que je retiens en fait de tout ça, c'est qu'il y a au final peu de contre-indications absolues d'ordre respiratoire dans la grande majorité des cas. Et comme toujours, on doit balancer les bénéfices de la chirurgie avec les risques de complications pulmonaires et autres, per et post-opératoires. Il y a peu d'examens au final paracliniques validés en routine pour définir le risque péropératoire et post-opératoire. Il n'y a pas de procédure standardisée sauf pour la résection pulmonaire. Et alors, une consultation en pneumologie, elle reste indiquée en cas de plainte respiratoire, d'intolérance à l'effort inexpliqué ou de toute pathologie respiratoire qui est connue ou non, non suivie, non compliante. Et alors, j'ai tenté de décrire en tout cas l'importance de la période préopératoire chez les patients âgés, déconditionnés, dénutris, et qui sont au final des conditions qu'on retrouve fréquemment chez nos insuffisants respiratoires chroniques et qui expliquent une bonne partie des complications pulmonaires et autres post-opératoires. Voilà, je vous remercie pour votre attention.